Juin, c'est le mois des fiertés, les prides qui fleurissent un peu partout, la grève féministe, le drapeau arc-en-ciel hissé à tout bout de champ pour célébrer les luttes de minorités. Et pourtant, on n'en a jamais cassé autant de la femme, de l'homo et du trans depuis quelques années, au figuré bien sûr, mais aussi au propre, avec des lois anti-avortement notamment et des violences, y compris physiques, en nette hausse. Le trans, l'homo, la femme sont même devenus une cible prioritaire pour toutes les droites nationalistes, y compris en Suisse à l'UDC. Et la question, c'est donc pourquoi donc ? Est-ce le prix pour plus de visibilité ? La réaction, crispation autour des mouvements MeToo et LGBTQIA+, jugés trop excessifs, ou alors les effets d'un néoconservatisme aujourd'hui décomplexé et en marche ? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur Les Monts Bleus. Et bienvenue à nos invités ce soir sur ce plateau. Églantine Jamet, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Alors vous, Églantine, vous êtes spécialiste des questions de genre et de diversité. Ça, c'est pour la théorie, parce que vous êtes investie également dans la pratique. Vous dirigez Artemia, un cabinet de recrutement qui vise à aider les entreprises à atteindre la mixité, l'égalité, notamment pour les fonctions dirigeantes. David Desbassaux, bienvenue. Merci, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints exprès de Paris, sympa. Hein. Alors vous êtes journaliste à Franc-Tireur, notamment l'hebdomadaire dirigé par Caroline Fourest. Vous y travaillez principalement sur les extrêmes en politique, l'extrême droite et la gauche radicale, l'extrême gauche aussi. Lynn Berthelet, bienvenue à vous. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Épicène, spécialisée dans l'accompagnement des personnes trans, ici en Suisse, mais pas que. Vous êtes à l'origine, d'ailleurs, avec l'ancienne sénatrice socialiste Liliane Maury-Pasquier de la procédure simplifiée de changement de genre adoptée l'année passée en Suisse. Et vous êtes également candidate, Lynn Berthelet, au Conseil national sur la liste des Verts et Vertes genevoises. Autre candidat, Alexandre Chevalier, toujours au national, mais du bord opposé. Alexandre Chevalier, bienvenue. Bonsoir. Alors, vous êtes là au titre d'ancien président de Dialoguer, d'ailleurs soutenu par cette association pro-LGBTIQ+, lors de dernières cantonales genevoises. Et vous êtes candidat, vous, au Conseil national, mais dans les rangs de l'UDC Genève. On verra pourquoi. Et enfin, Philippe Val, chaque semaine avec vous. Bienvenue, Philippe. Bonjour Laetitia. Est-ce qu'on vous présente si on dit ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter. Et tout de suite, pour lancer ce débat, cet événement qui s'est produit le 22 mai à Tours, en France, un jeune lycéen de 17 ans, catholique pratiquant, qui a lancé une sorte de bombe au cœur d'un centre LGBT. C'était le 6e acte de violence qu'il perpétrait depuis le début de l'année contre ce centre. Sa justification, la voici. Il s'est dit exaspéré par la propagande faite autour de la théorie du genre. Le même jour, à Fribourg, chez nous en Suisse, des drapeaux arc-en-ciel qui avaient été hissés par la ville pour célébrer justement la journée internationale contre l'homophobie sont brûlés par les membres d'un groupe d'extrême droite, manifestement. Églantine Jamet, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? C'est une bonne question. On voit à quel point, je pense, sur ces sujets, il y a des crispations, il y a une sorte de radicalisation un petit peu, notamment des forces conservatrices. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a tout un discours où on nous dit aujourd'hui c'est plus un problème, voire aujourd'hui c'est à la mode d'être homo, de vouloir changer de sexe, etc. Il y aurait cette propagande. Alors c'est intéressant parce que la théorie du genre c'est une invention, hein, il faut quand même le rappeler. Ce syntagme de théorie du genre, ça a été inventé par le Vatican. Pour s'opposer notamment aux cours visant à déconstruire les stéréotypes de genre à l'école et pour s'opposer après aussi au mariage pour tous. Mais en réalité, le genre, c'est un concept, ce sont des études, c'est pas du tout une théorie, c'est pas du tout une idéologie. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un décalage entre d'un côté cette espèce d'accusation de propagande et de l'autre côté des violences graves qui visent des personnes. Donc, on n'est pas du tout dans un discours idéologique, on est dans une attaque aux personnes et dans des faits d'une extrême gravité. Et je trouve que c'est intéressant que le discours conservateur dénonce des excès, alors qu'en fait, la violence, elle se situe de leur côté. Après, c'est pas très étonnant parce qu'on est aussi dans des mouvements où à chaque fois qu'il y a une avancée sur ces sujets, il y a un peu un retour de bâton, un backlash. Donc, c'est pas nouveau. Mais c'est intéressant de constater à quel point ça s'incarne encore dans cette violence. J'aimerais quand même peut-être rappeler aussi que le suicide, qui est la première cause de mortalité chez les jeunes, une des causes majeures de suicide chez les jeunes, c'est
les questionnements et encore le résultat de l'homophobie. Donc on voit qu'on n'est pas en train de parler d'idées ou de mode, on est sur des choses qui sont graves. Ok, mais c'est vrai qu'on a l'impression que plus on hisse le rainbow flag, le drapeau LGBTQIA+, plus ces violences augmentent, violences physiques, comme vous l'avez dit, de plus en plus importantes, en Suisse notamment aussi. David Desbassaux, comment on explique la corrélation entre les deux ? Certes, les drapeaux LGBT sont hissés, mais ils sont aussi désignés comme cibles. Et Églantine Jamet l'a très bien dit. Il y a un discours d'une partie de la droite réactionnaire, enfin de la droite réactionnaire en Europe, qui désigne les LGBT comme des cibles. Après le mariage pour tous, peut-être ça s'est un peu calmé sur les homosexuels et aujourd'hui c'est beaucoup dirigé contre les transgenres. Et donc de cette manière-là, en fait, on a pas une légitimation de la violence de la part du discours politique, mais une sorte de les militants, ou par exemple le cas que vous avez cité d'un jeune qui en réalité est un jeune radicalisé, se sent quelque part légitimé au moment du passage à l'acte. Ils ne sont pas forcément incités par le discours public, mais le discours politique les incite à passer à l'acte. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que notamment en France, les mouvements d'ultra-droite ne s'attaquent pas effectivement que aux personnes LGBT, QA+, elles s'attaquent aussi aux personnes qui défendent les migrants. Enfin, il y a eu toutes sortes d'actes de violence qui ont été perpétrés vers d'autres membres, mais c'est vrai que c'est tout à fait notable en France et ailleurs. Mais est-ce qu'on n'a pas poussé aussi un peu le bouchon trop loin ces dernières années, Lynn Berthollet? Est-ce que là, lui, il parle de propagande LGBT? C'est quelque chose qu'on entend souvent, et d'ailleurs pas chez des gens trop radicalisés aussi, l'impression que voilà, on en fait trop autour justement de ces luttes de minorités. Bon, moi, je pense que les excès, ça peut exister partout. Et je pense aussi que dans la communauté LGBT, il y a eu quelques excès, y compris à Genève, en essayant d'empêcher des gens de s'exprimer, même si ce qu'ils avaient à dire était assez lamentable en termes de contenu. Mais il vaut mieux détruire le contenu que d'empêcher les gens de s'exprimer. Vous parlez des conférences qui avaient été interdites, notamment voilà. Celle de Caroline Eliachev à l'Université de Genève. Quand vous lisez le livre, c'est un tel torchon, c'est tellement facile de le démolir qu'il vaut mieux prendre le bouquin puis le démolir plutôt que d'empêcher les gens de s'exprimer dessus. Et donc, c'est effectivement monté tout de suite en épingle, y compris par les deux personnes que vous avez citées, qui le soir même, le lendemain soir, au 19h30 sur la RTS, disaient « Voyez, on est des victimes de... » etc. Alors que les premières victimes sont les gens qu'elles traitent de sectes, etc. dans leurs bouquins. Mais je pense que si on veut essayer de garder un dialogue possible et un discours serein des deux côtés, il faut se baser sur des faits et la science. Et là, heureusement pour nous, et malheureusement pour la droite et l'extrême droite, les faits et la science sur aussi bien les questions LGBT que sur les questions de climat, etc., ils sont plutôt de notre côté. Hein. Voilà, après, ça nous fait un peu sortir de notre zone de confort, c'est sûr. Et puis, il y a des gens qui ont plus de peine à sortir de leur zone de confort que d'autres, que d'accepter que le genre, ça existe, que c'est basé sur des stéréotypes, etc., et que ça dépend du lieu, de l'époque, de la culture, etc., mais que ça existe, et que ça induit, notamment pour les femmes, toute une série de désavantages dans la société dans laquelle on vit. Mais aussi pour les personnes LGBT, encore plus pour les personnes trans, et puis, mais aussi pour les migrants. Et puis il y a une catégorie que j'aimerais pas oublier, parce qu'on l'oublie tout le temps, puis c'est sans doute peut-être la plus grande catégorie, c'est les gens à mobilité réduite, qui sont des gens pour lesquels il existe des lois, etc., qu'on n'applique nulle part, hein, des lois qu'on n'applique pas, qui n'arrivent pas à accéder à des toilettes, qui n'arrivent pas à accéder à des transports publics, etc. Et c'est des minorités qui doivent pas être, qui doivent pas être ostracisées et cachées. Ok, mais alors vous citiez ces interdictions, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Hein. La cancel culture aujourd'hui, ça va de Brigitte Bardot à J.K. Rowling, etc., etc. Cette cancel culture, le focus sur l'écriture inclusive, elle braque. D'ailleurs, il y a un sondage Tamedia de mars qui montre qu'une majorité des Suisses, 56%, estiment qu'une minorité aux opinions extrêmes dicte le débat public. Est-ce que ça, on l'entend quand même, du côté justement des luttes de minorité? Est-ce qu'on entend que les gens en ont peut-être ras-le-bol? Oui, moi je l'entends. En tout cas, je pense que... On va trop loin justement dans ces interdits, dans cette défense proactive. Pour certaines choses, je pense que oui, on peut l'entendre. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'associations, en tout cas pour les personnes trans, j'en vois deux en Suisse romande, qui sont totalement basées sur les faits, sur la science, sur la médecine, et pas sur
la cancel culture, etc. Après, il faut encore voir ce qu'on met dans cancel culture, hein, parce que j'entends, autant je peux considérer que c'est un peu stupide de s'attaquer à un musicien qui fait du reggae, mais qui est blanc, et puis qui met des dreadlocks, puis dire qu'il n'a pas le droit parce qu'il n'est pas noir. Autant, je pense qu'il y a des fois aussi quand même des choses qui sont réellement, où on essaie de récupérer, et on tombe vite dans le pinkwashing, greenwashing, etc. Et là, il y a réellement des choses sur lesquelles on doit agir. Églantine Jamet, puis après je vous fais réagir, Alexandre Chevalier. Mais moi, je pense que c'est aussi une question de bon sens. Le problème, c'est qu'on a du mal à réfléchir avec un peu de bon sens, un peu de nuance. Par exemple, ce que vous avez dit sur l'idée de laisser les gens s'exprimer, mais pour autant de ne pas faire de concessions sur le fond, sur les idées, par rapport à cette histoire de cancel culture, parfois, c'est pas forcément d'effacer, mais simplement de faire un travail de pédagogie autour, d'expliquer pourquoi peut-être qu'on n'a pas envie d'encenser ou de faire étudier, par exemple, dans les écoles, telle ou telle œuvre. C'est pas de l'annuler, c'est pas de la réécrire, mais c'est de la contextualiser et d'expliquer pourquoi, si c'est ça qu'on présente en modèle, ça peut être problématique. C'est le cas sur les contes de fées, c'est le cas sur des tas d'œuvres où il y a juste un travail de contextualisation et peut-être de se dire, bah oui, on met pas que des œuvres sur des histoires où les femmes subissent des violences, voire meurent à la fin et sont dans des modèles de couple d'emprise au programme de littérature à l'école. Peut-être on fait pas ça, peut-être on réfléchit, ou peut-être on va pas applaudir et donner des prix à tel ou tel cinéaste, acteur, écrivain accusé de violences sexuelles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le lire, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit d'écrire, mais peut-être de l'applaudir, de lui donner des prix, c'est autre chose. Donc c'est pourquoi on ne peut pas avoir ce bon sens et rester dans quelque chose d'un peu réfléchi et nuancé. Oui, ça, Alexandre Chevalier. Pourquoi est-ce qu'on en fait des caisses aussi dans la droite conservatrice autour de, finalement... D'abord, je pense qu'il faut d'abord, il faut... changer. Alors, différents points. Le premier que j'aimerais exprimer, c'est que il n'y a pas d'excuse à la violence, je veux dire, et il n'y a pas en fait de dire en fait l'extrême droite, la violence, quel que soit en fait le parti auquel on appartient. Quand on appartient au jeu démocratique, on dénonce la violence. Donc la violence en fait qui est faite aujourd'hui auprès des personnes, que ce soit des femmes ou des personnes LGBT et des communautés trans, c'est évidemment quelque chose qui est à bannir et c'est quelque chose qui est à combattre. Je veux dire, mais sans nuance. Je veux dire, c'est simplement à combattre parce qu'on est une société de démocratie, du débat d'idées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que moi, j'ai été président, vous l'avez rappelé, de Dialoguer il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, on se battait différemment. On se battait dans une vision universaliste du combat pour l'égalité, dans lequel on voulait, d'une certaine manière, un espèce de droit à l'égalité des droits et des devoirs, mais aussi un espèce de droit à l'indifférence. C'est-à-dire que ce qui se disait à l'époque, et c'était très important, et moi, mon combat, il a été fait dans ma jeunesse aussi là-dessus, c'était que ce soit fluide au sens que la question ne se pose même plus. La question ne se pose même pas. Si vous vous baladez avec votre ami, avec votre mari, que vous vous embrassez dans la rue ou que vous prenez la main, ça ne donne plus à avoir de réflexe, en fait, ni de haine, ni de remarque, parce que c'est quelque chose de fluide. Et ce que je constate, et c'est ça, en fait, où je crois une réaction, puisque c'est une réaction, vous parlez de backlash. Backlash, ça veut dire une réaction à une action. Et donc, s'il y a une réaction à cette action, c'est parce qu'on est passé de cet universalisme à une politique identitaire extrême où il faut maintenant en fait quasiment se marquer soi-même ce qu'on est pour s'identifier, pour se distinguer. Et ça, c'est exactement l'inverse de tout ce qui était le combat pendant des années sur les causes LGBT. Et je pense que lorsqu'on avait ce combat-là, on était capable d'avancer sur du pas à pas et on était capable, que ce soit à gauche ou à droite, tout simplement de trouver des solutions pour ouvrir aussi sur ces questions-là. Et vous savez, une des difficultés... J'ai une question là, parce que vous êtes maintenant dans un parti qui lui aussi est sur une veine totalement identitaire. D'ailleurs, c'est une question qu'on se pose. Pourquoi est-ce qu'on choisit d'aller à l'UDC qui a fait campagne justement contre le mariage pour tous, qui n'est pas forcément gay-friendly, pas automatique, qu'on le voit. Il y a même il y a eu des messages assez odieux pendant la dernière campagne cantonale sur l'homophobie. Et pourquoi est-ce qu'on choisit un parti comme ça quand justement on est gay soi-même ? Parce que, et Dieu merci, je dirais, en fait, on n'est pas constitué uniquement par rapport à son orientation en termes des idées, des valeurs qu'on veut défendre. Je veux dire, on peut aimer son pays, on peut avoir un certain nombre de valeurs économiques, politiques, qui vont au-delà de sa simple sexualité et de la personne qui on est. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que vous posez comme question. Il y a deux éléments. Le premier, c'est que pour avoir une vie militante passée dans un parti, on va dire, classique de droite, j'ai connu plus d'homophobie
et d'hypocrisie homophobe à l'intérieur de partis qui sur la vitrine, vous disent en fait qu'ils sont pour l'égalité des droits, mais qui à l'intérieur, en fait, vous font des sales coups et vous critiquent, que dans un parti qui, à la limite, en fait, est sur un certain nombre de valeurs classiques ou familiales et d'une vision plus classique et peut-être plus ancienne, comme ce serait défini par mes préopinants en face, de la famille, mais au moins vous savez qui est avec vous et qui est en face et quelles valeurs sont défendues. Et je n'ai jamais reçu, depuis que je suis à l'UDC, une quelconque remarque personnelle homophobe, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé. Le deuxième, c'est que lorsque j'étais président de Dialoguer, venant de cette droite dite classique, c'était extrêmement difficile aussi de s'imposer, ne venant pas en fait d'un certain milieu ou d'une certaine tendance politique, pour provoquer et des initiatives et du changement, mais aussi de l'accueil. Et je trouve très dommageable aussi qu'à ce niveau-là, c'est un peu comme des syndicats. On se demande aujourd'hui, un certain nombre d'associations, ce qu'elles représentent encore aujourd'hui en termes de communauté, lorsqu'elles sont incapables d'intégrer des gens qui pensent différemment et quand elles sont incapables de considérer que c'est une chance d'avoir des gens qui viennent de l'autre côté du spectre politique, parce que ce sont des espèces de représentants qui pourraient, de l'intérieur, aussi changer les choses. Et malheureusement, il y a quand même un aspect, il faut le dire, extrêmement politicard, aussi dans ces associations, où un certain nombre de partis aussi ont compris que c'était des machines à faire des voix. Et malheureusement, ça aussi, je pense que ça dévoie totalement le combat quand il est juste pour l'égalité. Alors, prolonger là-dessus, mais David Ebasso, justement, j'ouvre cette parenthèse parce que c'est vrai que c'est très frappant. Le Rassemblement national en France, d'où vient, qui compte parmi son électorat justement des membres aussi qui commettent ces actes de violence, le Rassemblement national est le parti où il y a le plus d'homosexuels outés, notamment parmi ses députés. Comment est-ce qu'on explique ça ? Oui, alors on n'a pas de statistiques exactes, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être frappant. Je pense qu'il y a une ligne, disons, commune à toutes les extrêmes droites, ou en tout cas au camp de droite en Europe. C'est une sorte de faim de pouvoir et d'envie de gagner, qui est légitime évidemment en politique. Ce n'est pas une critique dit comme ça. Et donc, par exemple, on a vu l'exemple de Giorgia Meloni, qui, dans un courant politique qui est quand même assez misogyne, ou même de Marine Le Pen en réalité, auprès d'un électorat qui peut être plus misogyne que les autres électorats, a réussi à monter malgré le fait qu'elle soit une femme. Et en fait, il y a, et c'est ça que je voulais décrire par le fait qu'ils ont envie en fait d'arriver au pouvoir, c'est que on prend les meilleurs, indépendamment de est-ce que c'est des femmes, des homos, etc. Et c'est ceux qui nous permettront d'arriver au pouvoir. Et donc, on est capable, quand on est dans un parti comme ça, ou en tout cas on s'efforce, de mettre les préjugés de côté pour pouvoir arriver au... Parce que ça, c'est le but premier, en réalité, de ces droites-là. Donc vous dites qu'Alexandre Chevalier, comme d'autres, comme des femmes, sont utilisés justement par ces partis-là dans leur lutte, dans leur accès au pouvoir. Peut-être pour certains en partie utilisés, et en tout cas, ils ferment les yeux. Moi, je suis le porte-parole, alors je suis désolé de répondre à ça, parce que vous m'avez interpellé là-dessus la question à David, mais moi, je suis le porte-étendard, le porte-drapeau et l'utilisation de personnes. Moi, j'ai fait des choix qui me correspondent avec mes valeurs, et je suis accepté tel que je suis. Très sincèrement, en fait, à l'UDC, quand je suis arrivé il y a quelques temps, c'était un peu comme la pub de McDo. C'est arrivé comme vous êtes, on vous prend tel que vous êtes, et je vous le dis sincèrement de l'intérieur, tant que vous êtes là pour défendre en fait des idées, un engagement, des valeurs. Et il y a une méritocratie, je tiens à le dire, il y a aujourd'hui à l'UDC Genève une méritocratie. Vous vous engagez, vous réussissez. Juste un mot, ça aussi c'est un point effectivement qui est important. Le Rassemblement national en France, pendant longtemps et encore maintenant, a des gros problèmes au niveau du recrutement des cadres. Et donc, en fait, les personnes compétentes qui passaient par là ou qui pouvaient en tout cas montrer une certaine compétence, eh bien, on les faisait monter justement indépendamment de tout. Et donc, même si ça ne faisait pas forcément plaisir aux militants de base, qu'ils soient homo, qu'ils soient femmes, etc. Et donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Alors que dans les autres partis, il y a peut-être un peu plus de disponibilité, car justement, ils étaient un peu moins infréquentables en quelque sorte. Et ce qui explique en partie ce qui était votre question à la base, la présence de beaucoup d'homos dans les cadres du RN, par exemple. Alors, autre paradoxe, on va regarder cette petite séquence avec Caroline Fourest, qu'on a accueillie au mois d'octobre sur notre plateau. Mais si on parle de ce retour de bâton identitaire et autoritaire, voilà, auquel on assiste et qui prend des formes différentes selon les pays, qui va épouser aussi les angoisses du moment. Donc il y a une part qui est très nationale. En Italie, il y a la question migratoire. Au Brésil, ça va être encore un peu différent. Aux États-Unis, c'est la grande question de la polarisation. Mais il y a quelque chose qui est très commun, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les droites conservatrices
ont réussi à faire croire aux électeurs qu'ils défendaient la liberté. Et du coup, c'est très séduisant. Ça, Philippe, le fait que justement cette droite conservatrice soit aujourd'hui quelque part perçue comme le chantre de la liberté de parole, d'expression. C'est-à-dire qu'on est en face de boutiques qui vendent des choses relativement de même nature à l'extrême droite et à l'extrême gauche, ce qui est une nouveauté. C'est-à-dire la gauche et une partie de la droite libérale, pendant des années, a été universaliste, et les luttes des femmes, même les plus dures du début des années 70, celle du MLAC, le mouvement de libération de l'avortement, etc., très, très radical, étaient toutes des luttes universalistes. C'est un milieu que j'ai vraiment fréquenté beaucoup quand j'étais môme, et que je connais bien, et c'était très clair. Il n'y avait pas de lutte identitaire à ce moment-là, même chez les féministes les plus radicales, ou par provoque, mais au second degré, sachant que, etc., dans un contexte social et politique beaucoup plus raide qu'aujourd'hui, puisque le pouvoir était à droite depuis bien longtemps. Bon. Et il s'est passé quelque chose au fil des années 80, petit à petit, dans les luttes antiracistes. Ça a commencé doucement, mais ça a été lié au fait, notamment, qu'une religion est venue se mettre dans le débat, c'est-à-dire l'islam, un islam puritain est venu se mettre dans le débat. Ça a fait basculer beaucoup de ces mouvements dans quelque chose de très prudent par rapport aux musulmans qui les fréquentaient, des musulmans qui parfois étaient assez radicaux, et un espèce de respect d'un puritanisme qui devait cohabiter avec un universalisme historique. Et l'universalisme historique est devenu vite très encombrant, et on l'a bradé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, dans les luttes intersectionnelles, qui sont des luttes très radicales, je pense que le piège, alors ça n'excuse aucune violence en face, ça ne légitime aucune violence en face, mais évidemment, mais il y a quelque chose de régressif dans cette lutte intersectionnelle, parce qu'elle met sans cesse en avant l'identité, et tout d'un coup, ça a tendance, peut-être schématiquement, peut-être de façon trop simpliste, à réduire une personne à son identité d'origine, identité sexuelle, identité... Bon, ce qui est une folie, parce que les gens ne se réduisent pas à ce qu'ils sont sexuellement. Évidemment, une personne ne peut pas être jugée sur ses choix sexuels ou ses origines ethniques. C'est impossible. Voilà. Et bien pourtant, c'est ce qui se produit, et c'est ce qui vient créer presque, ils s'alimentent eux-mêmes, il y a un problème de faute. C'est pas qu'on en fait trop, c'est pas qu'on en fait pas assez, c'est qu'on fait mal. Alors, juste pour conclure, parce qu'on va devoir conclure cette première partie justement sur le côté exclusion, Lynn Berthollet, c'est vrai qu'il y a ce reproche identitaire, mais même à l'intérieur des luttes. Hein. Là, on a vu pendant la dernière campagne que justement la fédération LGBT à Genève a soutenu 3 hommes de gauche, ni les femmes, ni les hommes justement homosexuels de droite. Alors que l'article 5 des statuts, c'est marqué qu'elle est apolitique, donc à mon avis, elle aurait dû soutenir toutes les personnes LGBT. Ça, c'est de l'exclusion selon des... Ouais. Oui, ce que je voulais dire, ça va pour votre conclusion, c'est par rapport au droit à l'indifférence. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je dis que l'Épicène aura réussi le jour où on peut fermer la boutique. Le problème, c'est que ce droit à l'indifférence, aujourd'hui, il est vu comme le droit à l'indifférence si on est homme, blanc, cisgenre, 50 ans, classe supérieure. Ça n'a pas toujours été aussi vrai. Oui, mais j'ai dit aujourd'hui, hein, donc je veux bien être d'accord avec vous, ça n'a pas toujours été aussi vrai. D'ailleurs, la femme à la maison qui s'occupe des gamins, c'est typiquement la bourgeoisie industrielle, on va dire à peu près de l'ère industrielle. Avant, la noblesse ne s'occupait pas des gamins de la même façon. Enfin, il y a plein de choses comme ça, quoi. J'entends tous ces stéréotypes qu'on a collés à la femme, à l'homme gay, à la personne trans, etc., qui débouchent chez J. Caroline, c'est-à-dire qu'une femme, c'est quelqu'un qui a ses règles. On va y venir, hein. Faut juste conclure. On va y venir justement dans la deuxième partie, aux trans qui crispent tellement et aux femmes. Il faut bien comprendre dans le concept droit à l'indifférence. Je pense que tout le monde souhaite pouvoir vivre sa vie calmement, sans agression, sans être agressé, sans agresser les autres, etc. Mais qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, il y a quand même des gens, enfin, on connaissait la phrase, hein, on est tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Hein, donc, c'est exactement ça, quoi. Voilà. Et donc, ça sera l'objet de notre deuxième partie. Justement, les trans qui crispent, les femmes aussi qui sont en backlash. On se retrouve dans quelques instants.
retour dans le point sur le backlash qui frapperait les trans et les femmes notamment, avec cette question. Est-ce que l'acquittement de Tariq Ramadan à Genève signe la fin de l'ère MeToo? Églantine Jamet. Je ne sais pas si l'ère MeToo, on avait fait une émission où on avait dit qu'on était au début. Donc si c'est déjà la fin, alors qu'il ne s'est pas passé tant de choses que ça, oui, il y a eu une libération de la parole. Mais dans les faits, si on prend les chiffres de la justice, il y a à peine, je crois que c'est des chiffres de l'INSEE, 0,6% des mais viols. est-ce que ce signal, justement, qu'a donné la justice genevoise, c'est pas un signal très fort dans l'autre sens aux femmes de se taire? Mais je crois qu'il y a des signaux très forts dans l'autre sens pour dire aux femmes de se taire, pas que avec l'acquittement de Tariq Ramadan, avec l'affaire Johnny Depp Amber Heard. Je rappelle quand même qu'Amber Heard vit sous une identité cachée en Espagne. Voilà, alors ni l'un ni l'autre n'ont été condamnés, ou les deux ont été condamnés, Avec ou on ne sait pas. le député Voilà, avec Katnins. LFI qui a été réintégré. Donc ce qu'on voit, c'est que, de nouveau, on dit on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, les femmes ont pris le pouvoir, avec MeToo, il y a des attaques injustifiées ou des fausses condamnations. En réalité, il y a 0,6% des viols qui donnent lieu à une condamnation. Et puis, finalement, il y a quand même pas mal d'hommes qui sont mis en cause, voire qui sont condamnés, qui restent dans les sphères du pouvoir ou qui restent adoubés. Donc, de nouveau, il y a ce décalage qui est assez incroyable. Mais alors j'ouvre de nouveau une petite parenthèse sur l'affaire Ramadan. Ce qui était dingue quand même, c'était le silence des milieux féministes. On n'a pas entendu beaucoup de soutien, beaucoup de gens ulcérés, de féministes ulcérés après le jugement et beaucoup de soutien pendant. Est-ce qu'il y a quand même un problème avec l'islam dans les luttes intersectionnelles? Alors, moi, je voulais rebondir aussi sur ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, ce que Lina a ajouté aussi sur l'universalisme, qui est le souhait. Le souhait, c'est le droit à l'indifférence. Le problème, c'est le passage où on est obligé de thématiser ces sujets pour simplement... Parce que la loi, ça ne suffit pas. On peut avoir des droits s'ils ne sont pas exercés dans le concret, ou si vous avez ces situations d'infériorité ou de violence, ça ne fonctionne pas. Donc oui, l'universalisme, c'est le but, mais en revanche... Alors, il y a des excès où il y a peut-être un côté mal à l'aise pour aller attaquer frontalement l'islam sur les sujets féministes ou d'égalité. Ça, c'est sûr. En revanche, d'homosexualité. Et d'homosexualité. Alors ça je partage. En revanche, il me semble qu'il y a en même temps un peu une polarisation où on se dit tout allait bien et puis tout le monde allait vers l'égalité jusqu'à ce que l'islam se pointe. Or, on le voit, le jeune qui a eu des actions violentes, c'est un jeune catholique. Oui. Et la théorie du genre, de nouveau... Aux États-Unis, ce sont des chrétiens. En Ouganda, qui vient d'adopter la loi la plus transphobe du monde, ce sont des chrétiens aussi. Il y a des catholiques, il y a des évangéliques, il y a l'islam, il y a le judaïsme ultra-orthodoxe. Et en fait, moi, je suis spécialiste de genre et religion au départ. C'est un invariant. Parce que le patriarcat est un invariant, il a toujours existé dans toutes les civilisations et dans tous les mythes, dans toutes les histoires religieuses, y compris dans les polythéistes, si on prend Pandore ou Ève, c'est la même histoire. Donc le rejet du féminin au même niveau que le masculin, du fait de donner du pouvoir aux femmes, ou l'attachement à un certain nombre de valeurs traditionnelles et à ce qu'on appelle l'hétéronormativité, c'est-à-dire au fait que ce soit la seule structure acceptable dans la société, c'est dans toutes les religions. En revanche, il y a des courants religieux qui ont évolué avec la société. C'est le cas de beaucoup de chrétiens mainstream, de juifs mainstream, d'un certain nombre aussi de musulmans d'ailleurs mainstream. Et puis il y a des courants religieux qui sont arc-boutés et qui empêchent, je veux dire, ce qu'on voit en Iran aujourd'hui, en Afghanistan. Et qui reprennent beaucoup de vigueur. Voilà, mais le problème, c'est le nombre. Il n'y a pas le nombre, si vous voulez, de juifs orthodoxes ou en France de chrétiens intégristes n'a rien à voir avec le nombre de musulmans radicalisés qui est beaucoup plus étendu, parce que la religion est beaucoup plus prosélyte actuellement. Quand on parle de la politique israélienne aujourd'hui, Philippe, la politique israélienne, justement du gouvernement israélien avec toute une frange justement d'orthodoxes, n'est pas du tout justement... Ça représente un parti d'extrême droite qui fait la balance dans un système proportionnel. En attendant, là, je suis d'accord avec Philippe, parce que en attendant, c'est quand même en fait ce même gouvernement aujourd'hui qui assure la sécurité des gay pride dans un pays, en fait, notamment à Tel Aviv, qui est une des villes les plus gay-friendly et les plus gays du monde. Mais aujourd'hui, ça assure en fait quand même ça, qu'effectivement, Netanyahou peut avoir des alliés qui sont ce qu'ils sont, mais que lui a garanti cette sécurité-là, et que de l'autre côté, il faut faire très attention avec cette notion d'inclusion
exclusion, parce qu'on l'a vu dans la Pride des banlieues il y a quelques jours, où notamment en fait une jeune lesbienne s'est faite frapper parce qu'elle portait un drapeau algérien, et elle s'est fait frapper par des gens d'origine algérienne, des hommes, qui disaient que c'était impur qu'elle fasse ça. Aussi le fait d'exclure sa propre communauté, une partie de sa communauté, lorsqu'on fait en fait ce genre de mouvement ou de Pride qui se veulent inclusifs. Moi, je me souviens quand même d'une époque dans laquelle on réclamait que les parents, donc hétéros des enfants homo, participent, s'intègrent et deviennent aussi les porte-drapeaux de la cause et puis justement de l'inclusion dans le bon sens du terme et de l'universalisme pour l'égalité des droits. Et à un moment donné, je pense que quand on est homosexuel, ce qu'on veut, c'est que ce soit la société qui porte ces combats, pas soi-même en fait, avec un petit drapeau individuel de chaque sous-section de ce qu'on est. Et donc ça, c'est quelque chose qui a fondamentalement changé. Mais je crois qu'il faut faire très attention à ce que ces associations ne scient pas la branche sur laquelle elles sont assises, parce que lorsque vous avez des gens, et je reviens pour conclure sur la question d'Israël, qui défendent la Palestine, là on lapide ses congénères en fait et les homosexuels et qui viennent critiquer malgré tous les défauts que peut avoir un gouvernement de droite en Israël, un gouvernement qui sert en tout cas dans une des villes les plus gay-friendly du monde. Je pense qu'il faut faire très attention à ça, parce que c'est comme ça qu'on perd une partie de ce qu'on appelle la communauté. Alors, Lynn Berthollet, il y a effectivement, sectoriellement, des secteurs qui sont peu touchés par la cancel culture. Il y en a un qui frappe quand même, c'est le rap, c'est le foot aussi. C'est des secteurs qui sont très épargnés. Pourtant, ce sont eux dans lesquels les petits garçons sont élevés aujourd'hui, majoritairement, très majoritairement. C'est des secteurs qui sont homophobes, misogynes. Et donc, on perpétue. Pourquoi le grand silence, justement, des luttes de minorités contre cette culture-là et puis ce sport-là, par exemple? Moi, j'aime pas parler de lutte déjà, parce que c'est voilà. Donc, je pense que la lutte, c'est pas intégratif déjà. Donc, puisque vous avez forcément un adversaire, c'est plus difficile de l'intégrer, etc. Je pense que c'est très difficile de répondre. Par exemple, le foot. C'est un milieu très machiste, même être gay dans un milieu de foot, c'est encore quasiment impossible. C'est impossible, ça n'existe pas. C'est comme en Iran, il n'y a pas d'homosexuels. Je connais une femme trans qui a fait sa transition et qui me disait, je n'arrive pas à croire qu'avant, je ne pouvais pas saquer les gays. Et parce qu'elle faisait du foot dans un certain niveau. Puis voilà, puis après sa transition... C'est plus facile d'exclure dans le cinéma que dans le foot. Hein. Voilà, mais c'est extrêmement difficile. Maintenant, pourquoi les associations ne se battent pas? Parce que peut-être les gens qui sont dans ces milieux, enfin qui seraient gays ou de l'acronyme LGBT, dans ces milieux-là, ils les quittent, quoi. Ils les quittent parce que ce n'est pas possible, puis ils n'ont pas envie d'aller contre. Mais il y a de temps en temps un sportif qui notamment sur les questions LGB, sur les questions T. On fait peu de campagnes pour dénoncer ça publiquement, y compris par rapport aux rappeurs. Il y a peu de cancel, justement, de rappeurs qui ont très, très souvent des attitudes extrêmement misogynes, extrêmement homophobes. Et ça, c'est quand même problématique, cette sectorialisation. Non ? On voit la puissance et puis on voit aussi la coexistence un petit peu de deux mondes, parce que... on dit beaucoup chez les jeunes maintenant, le côté justement remise en question des sexualités traditionnelles ou de la répartition des rôles, c'est acquis. Mais typiquement dans l'adolescence, pour un certain nombre de jeunes garçons, l'identification, elle est vis-à-vis de ces normes de masculinité qu'on peut appeler toxiques ou en tout cas très affirmées sur des repères traditionnels. Et pour un ado garçon de se différencier de cette norme-là, c'est extrêmement coûteux. Alors, il y a un sujet, effectivement, qui crispe énormément. Ce sont les trans, qui crispent aujourd'hui énormément, justement, pour les conservateurs, qui crispent énormément aussi, même à l'intérieur des luttes intersectionnelles. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui qu'il y a un tel focus sur les trans, de part et d'autre? David Desbassaux, justement. Qu'est-ce qui choque particulièrement? C'est que ça reste quand même une ultra-minorité de la population. Justement, c'est bien ce qui est intéressant. C'est que ça représente, je crois que le dernier sondage qui est sur le sujet, c'est un sondage d'Ipsos sur une trentaine de pays, ça représente à peu près 1% de la population dans chaque pays. Enfin, en tout cas... En Suisse, on dit entre 1 et 3. Oui, voilà. Puis après, ça dépend ce qu'on va définir comme trans. Si c'est quelqu'un qui a fait une opération, c'est quelqu'un qui a dit... Non, alors là c'était déclaratif, donc c'est aussi possible que... Mais voilà, mais on va dire que ça ne doit pas être plus que 3,5%. Bon, donc c'est quand même une minorité très petite et qui fait énormément de bruit, notamment donc, dans la bouche de ces détracteurs, qui dénoncent. Ce n'est pas la communauté en question qui fait du bruit, c'est qu'ils sont dénoncés, disons. Mais ce que je voulais dire, pardon, pour répondre à votre question, c'est
c'est traditionnellement dans tous les discours un peu réactionnaires, il y a toujours eu un prisme sur la sexualité des gens. Et donc, ça a été longtemps les femmes. Ensuite, une fois qu'on avait fait un certain nombre d'avancées... Mais la transidentité, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Ça, non, bien sûr. Je suis désolé, parce que c'est une... Non, Alors, on va c'est un dire... mélange sur lesquels nous, on lutte vraiment. Ce qui tourne autour de l'appareil reproducteur. Oui, il faut que, écoutez, comme les faits sont que c'est pas la même chose, il faut qu'on travaille à expliquer que c'est pas la même chose. Vous avez vraiment profondément raison. Bien entendu. Mais, pardon, je m'excuse, vas-y. Non, je voulais juste dire une chose, c'est qu'on est au XXIe siècle, et ce dont il faut se rendre compte, c'est que la question des femmes, on le voit aux États-Unis, un pays très moderne, avec l'avortement, sur la question des trans, sur la question des homosexuels, c'est en réalité un vieux truc hyper archaïque et hyper métaphysique, c'est-à-dire que la sexualité doit être procréatrice ou elle est pour le droit à la jouissance, c'est-à-dire à ce qu'on veut, est quelque chose quand même du côté du mal, encore aujourd'hui, puisque sinon on n'en aurait rien à foutre que les gens aient une sexualité ou une attitude non procréatrice. On n'en aurait rien à foutre. C'est qu'on est encore dans une métaphysique puritaine très, très, très archaïque qui ressort de façon extrêmement violente dans la société. Si on n'a pas ça en tête, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Et vous parliez du nombre de personnes, mais aux États-Unis, la question, c'est qu'ils aient le pouvoir aussi. C'est-à-dire qu'il y a le nombre de personnes, mais il y a le pouvoir politique d'un certain nombre de personnes avec cette vision du monde ou qui veulent effectivement garder une sexualité procréatrice dans les normes, parce que ça rassure. On parlait de crise. En temps de crise, on se raccroche toujours à des valeurs traditionnelles ou à des choses bien rangées. Dans les 100 dernières années... Qui ne repose sur aucune réalité. C'est uniquement métaphysique. Mais c'est aussi le contrôle du corps qui produit les enfants. Et ça, c'est la base du patriarcat. Alors qu'on l'appelle comme on veut, c'est effectivement... Justement, David Ebasso, on va regarder l'image justement du premier homme transgenre à s'afficher comme ça, enceint. Donc le premier homme enceint. On regarde ça, qui était dans Glamour. Voilà. C'est tout ce qui tourne. Effectivement, il y a un focus particulier des luttes conservatrices contre ce qui tourne autour du ventre, la reproduction, que ce soit la sexualité, on l'appelle comme on veut, que ce soit contre l'avortement, le ventre des femmes, les comportements dits déviants, justement, homosexuels, la transidentité. Alors là, ça hystérise à fond. Pourquoi est-ce que, justement, ce focus est mis pareillement Philippe a commencé à ébaucher, mais selon vous, pourquoi est-ce que, justement, il y a ce pareil focus? Pourquoi ça marche tellement bien? Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça parle probablement aux bas instincts des personnes à qui ça s'adresse. C'est-à-dire que ça s'adresse à une sorte... ça stimule quelque part, ça vient répondre à un sentiment d'insécurité ou de déstabilisation d'une partie d'un ordre patriarcal qui se sent peut-être menacé, sans doute à tort. Et là, ça vient leur donner une réponse, ça vient leur donner un bouc émissaire. Et c'est pour ça que je disais, d'ailleurs, au tout début, je disais que aujourd'hui, il y a une partie de la population qui est désignée comme une cible, justement, et les personnes transgenres en font partie, par ces droites réactionnaires. Mais aussi les femmes, aujourd'hui, ça continue. Non seulement ça continue, mais ça revient dans une partie de l'Europe, notamment en Italie, avec des restrictions plus ou moins explicites sur le droit à l'avortement, en Hongrie, en Pologne, etc. En Suisse. C'est l'espèce animale qui parle avec la langue des hommes. Voilà. C'est l'autorité de l'espèce animale qui emprunte la langue des hommes pour dire la loi. C'est un truc de fou, si vous voulez. Il y a quelque chose qui devrait plus être. C'est pour ça que la culture est si précieuse. Moi, je le résume en une phrase. Pourquoi c'est comme ça? Parce que l'homme n'est jamais sûr d'être le père. Ça, c'est l'origine de la domination masculine. Ouais. C'est exactement ça. Pour moi, c'est exactement ça. L'homme n'est jamais sûr d'être le père, donc il doit tout contrôler, le ventre de la femme, la procréation, etc. Donc tout ce qui va pas pouvoir entrer dans son contrôle, ça le déstabilise. Et c'est la base du pouvoir de l'homme et du patriarcat. Juste là-dessus, sur l'image, je pense que ce qui choque aujourd'hui, passablement, et notamment beaucoup de femmes, moi j'ai eu des réactions, notamment sur les réseaux sociaux de femmes, pas forcément d'hommes réactionnaires, comme vous dites ici, mais de femmes, qui sont choquées en fait qu'on présente un homme qui soit enceint. Parce qu'évidemment, le corps en fait, qui porte cet enfant est le corps biologique d'une femme qui va devenir homme, qui se sent homme. Ça, c'est tout à fait respectable. Mais je crois que c'est la manière dont c'est présenté. Il faut faire très attention à une chose dans tout ce débat. C'est la manière aussi dont les médias, les réseaux hystérisent ce débat, au-delà en fait des politiques.
Et ça nous amènera peut-être après sur la conclusion. Mais les politiques eux-mêmes, encore une fois, les politiques eux-mêmes Horaire qui dit heureusement mes gamins ils sont pas non-binaires. Les politiques eux-mêmes, en fait, oui, après chacun a ses croyances en tant qu'individu et puis fait avec ce qu'il est ou ce qu'il a et voilà, je veux dire. Mais ceci étant, la question c'est aujourd'hui, d'un point de vue purement politique, si on regarde pourquoi en fait la droite est en train de gagner un peu partout, elle ne gagne pas uniquement sur la question qu'elle répond à un backlash identitaire où elle dit en fait on met un rideau de fer et on revient à avant des révolutions sexuelles à avant 68. Elle gagne parce qu'elle a un discours aujourd'hui sur ce qui intéresse non pas 3% de la population, mais aussi en fait les 97 autres % de la population, c'est-à-dire de parler d'économie, de parler de pouvoir d'achat, de parler de choses qu'une partie de la gauche aujourd'hui, et notamment en France, identitaire, notamment en gauche, identitaire. Massivement sur un discours comme ça. Oui, mais elle gagne il fait que ça. Et il perd. Et il gagne en Floride et il perdra face à Trump. Oui, mais parce qu'en fait, il va faire gagner Trump aussi. Parce qu'il sera. Oui, mais ça c'est une autre histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les pays où aujourd'hui la droite est en train de gagner, elle a ce discours anti de ramener en fait la balle, en tout cas au minimum la balle au centre, mais il y a une autre jambe sur laquelle elle tient aujourd'hui, et c'est une jambe où elle fait de la politique en parlant d'économie, en parlant de pouvoir d'achat, en parlant de la fin du mois notamment, et c'est ce que ne fait plus en grande partie la gauche et une gauche alors, en France. Tout à fait. Alors justement, Églantine Jamais, parce que ce discours aussi, cette hystérisation autour du débat sur les trans, est-ce qu'il ne fait pas oublier aussi les problèmes, notamment qu'ont les femmes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a un vrai silence autour. On est parti sur MeToo et la fin de MeToo, mais il y a un vrai problème des femmes qui sont une majorité de la population. C'est quoi le bilan ? Enfin, on a l'impression que le bilan, c'est 0, voire -1, le bilan des acquis depuis quelques années pour les femmes. En tout cas, ça avance très lentement. Et effectivement, il y a des forces contraires. Et je pense que moi, j'aime pas hiérarchiser les luttes. J'aime pas non plus le terme de lutte, mais je veux dire les causes ou la volonté. On n'est pas là pour dire c'est plus important, c'est moins important, etc. Mais c'est vrai que les femmes, c'est la moitié de la population. Donc, le fait d'être mise en situation de minorité ou d'infériorité, et je trouve que là, d'un point de vue politique, vous parlez d'économie, vous parlez de pouvoir d'achat. Alors, pour les entreprises, elle fonctionne mieux et c'est prouvé quand il y a un équilibre entre hommes et femmes dans les fonctions dirigeantes. Pour l'économie d'un pays, si les femmes se maintiennent en emploi à un taux relativement élevé, ça augmente le PIB, ça augmente les recettes fiscales et ça évite la précarisation parce qu'on est quand même dans un monde où 50% des couples ne tiendront pas toute la vie. Donc le fait d'avoir une répartition des rôles où il y en a un qui gagne l'argent puis l'autre qui fait les tâches non rémunérées, j'insiste sur les tâches non rémunérées parce qu'en nombre d'heures, les femmes ne travaillent pas moins que les hommes. En une semaine, souvent elles travaillent même plus, mais elles passent plus de temps à faire des tâches non rémunérées. Donc, pourquoi est-ce que d'un point de vue politique, et là je m'adresse aussi effectivement aux politiciens de droite, pourquoi est-ce que la droite n'investit pas ces sujets qui, encore une fois, on peut construire un discours économique qui soutient l'égalité, comme on peut construire un discours social qui soutient l'égalité, et pourquoi on laisse finalement cette histoire de valeurs traditionnelles ou de modèles familial traditionnels prendre toute la place, alors qu'après, il y a des lois en plus qui demandent aux femmes, une fois qu'elles sont séparées, de retrouver un emploi très rapidement, d'être autonomes financièrement très rapidement, parce qu'effectivement, c'est pas agréable non plus pour le bilan, il est catastrophique. Enfin, quand on regarde effectivement les acquis économiques, c'est 0, voire -1. On risque encore de perdre sur les retraites. Le bilan des violences, les féminicides, ça n'a pas du tout baissé. Et là, de nouveau, le viol, pas en Suisse, mais même en Suisse, c'est menacé. Non, et là, ça a régressé à l'échelle de la planète. Non, mais de nouveau, quand on parle du viol ou des féminicides, il y a quand même ce discours. Enfin, nous, on le voit dans les entreprises, justement, parce qu'il y a une nouvelle résistance, et c'est très intéressant. Pendant longtemps, on se disait, il y a les vieux barbons qui comprennent pas très bien, puis qui ont eu l'habitude d'avoir tout le temps, justement, une femme à la maison et tout. Ils vont partir à la retraite, et puis ça va aller mieux, parce qu'il y a une volonté, justement, aussi de meilleur équilibre de vie chez les jeunes hommes. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes hommes dans les entreprises qui voient le fait de faire un peu des efforts pour plus de mixité, qui n'est pas le truc d'aider les femmes, mais qui est le fait de prendre conscience qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, aujourd'hui, les gens ne progressent pas sur la base des compétences. Les compétences, c'est le grand mot, à chaque fois. On l'a eu aussi pour le Conseil fédéral, mais comment ça ? On veut mettre une femme socialiste, mais enfin, est-elle compétente ? Alors, on ne pose jamais cette question quand c'est un homme, mais surtout, les compétences, ça permet de brouiller le débat. Mais la question, c'est quoi les compétences et sur quel référentiel on va faire évoluer les personnes ? Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que dans les entreprises, si vous avez 50-50 au début, puis que vous avez un ratio 80% d'hommes ou 90% d'hommes et 10% de femmes à la tête de l'entreprise, c'est pas possible statistiquement que
que ce soit les meilleurs qui soient tout en haut. Alors, c'est pas très politiquement correct de dire ça, mais c'est vrai. Donc, ça veut bien dire qu'on sélectionne pas les gens que sur les compétences. Mais aujourd'hui, vous avez donc ces jeunes hommes qui sont réticents, résistants. Il y a des études qui ont vraiment montré ça. Parce qu'ils ont l'impression que si on fait des politiques pour favoriser la mixité, alors eux, ils n'ont plus aucune chance, ou ils vont moins y arriver, ou la carrière qui est vue comme un dû, il y a une compétition qui sera un peu plus compliquée. Voilà. Et ça montre un vrai problème. C'est que quand une lutte, vous n'aimez pas le mot, on va faire la troisième fois, quand un combat, en tous les cas un juste combat, n'est pas bien défendu ou par une mauvaise stratégie, il faut se pencher sur les modalités. Par exemple, les quotas, c'est une connerie. Bon, alors, non mais... En France, ça marche très bien, hein. Franchement. Non, on a oui, appliqué mais des quotas et on voit... C'est le seul moyen qui fait que les femmes ont pu avancer, c'est les quotas. Avec des effets pervers que vous ne pourrez pas corriger pendant longtemps. Mais sur la question de la défense, aujourd'hui, Lynn Berthelet, il y a une chose qui me frappe. Vous êtes femme et vous êtes, ce que j'ai entendu effectivement de vos programmes, vous défendez les trans, mais pas à un moment les combats des femmes. Pourquoi ? Si, je défends aussi les combats des femmes, mais comme je vous l'ai dit au téléphone, je ne veux pas usurper la place de femmes qui se sont investies là-dedans depuis 20 ans, 30 ans, parce que je n'oublie pas non plus que moi, si j'ai fait une carrière assez bonne, voire très bonne dans le monde de la finance, c'est parce que j'étais un homme et que j'ai eu les privilèges d'homme. Et je me rends bien compte aujourd'hui, moi je prends dans la gueule tous les micro-agressions que les femmes prennent depuis l'enfance et l'adolescence. Et d'autant plus, alors on aurait besoin, les femmes, que vous défendiez voilà, justement donc, et que vous dénonciez ça publiquement. Oui, alors je l'ai dénoncé quand le Temps m'a demandé de faire un article sur ce que je prenais dans la gueule pour reprendre. Bien sûr, j'accepte. Mais aujourd'hui, il y a des féministes brillantes qui sont au devant de la scène. Et moi, je fais partie de la grève féministe. J'aide volontiers. Je fais partie du groupe Égalité des Verts. Je crois que je suis assez apprécié pour les apports que je fais. Mais par exemple, je ne pense pas que je voudrais la coprésidence du groupe Égalité des Verts. La coprésidente du groupe LGBT, pourquoi pas, mais pas égalité. Mais je soutiendrai toujours les femmes parce que je me rends compte aujourd'hui à quel point... Moi, vous savez, j'ai été viré, on ne m'a jamais donné la raison, mais après 11 ans, j'ai été viré, je suis convaincu que c'est à cause de ma transidentité. On ne m'a jamais donné d'objectif en tant que femme alors que j'en avais en tant qu'homme. Puis après, on m'a dit, mais on est obligé de baisser ton salaire parce que tu n'atteins pas tes objectifs. Puis quand j'ai dit, mais j'ai plus d'objectifs, on m'a dit, il ne faut pas pinailler avec ces détails, quoi. J'entends, et j'ai bien vu j'ai dit une fois à mon chef, mais je n'ai pas été opéré du cerveau. Hein. J'entends, on voit bien tout ça, on voit bien. Donc je me sens extraordinairement solidaire avec ça. Même des fois, je dis à des femmes, et quand j'en coach certaines, je leur dis, mais ça, il ne faut pas accepter. Et puis quand elles commencent à dire, je m'excuse de prendre de votre temps, je leur dis, il ne faut jamais s'excuser. Parce qu'un homme, il ne s'excuse pas de prendre de la place. Donc il ne faut pas vous excuser. Après, ce qu'il faut, c'est pas créer des femmes qui sont des copies conformes des hommes. Je pense que la femme, elle peut amener quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est la coopération et pas la compétition. Oui. Et pour moi, c'est ça qui fait... Il faut déjà qu'elle soit là. Il faut déjà qu'elle soit là. Alors, comme il reste très peu de temps, j'aimerais parler... Il ne faut pas faire de généralité sur les femmes. Il ne faut pas faire de généralité Philippe, sur les hommes. on va lancer... les rend plus coopératifs. Parce qu'il y a un backlash aussi, quelque chose qui était très porteur. Pardon, il nous reste assez peu de temps. Ce sera en conclusion. C'était les entreprises. Les grandes entreprises trouvaient jusque-là très très bien de défendre justement les communautés LGBT. On pense à Disney, on pense même à Budweiser, qui s'est pris elle aussi un backlash. Et à quelles seront les conséquences justement de ce backlash aussi sur les très grandes entreprises. On regarde donc le backlash, c'était Budweiser Light qui a mis une femme trans justement comme on regarde la pub. Impressive carrying skills, right? I got some Bud Lights for us. So, I kept hearing about this thing called March Madness, and I thought we were all just having a hectic month, but it turns out it has something to do with sports. And I'm not sure exactly which sport, but either way, it's a cause to celebrate. This month, I celebrated my day 365 of womanhood, and Bud Light sent me possibly the best gift ever, a can with my face on it. Check out my Instagram story to see how you can enjoy March Madness with Bud Light and maybe win some money too. Love ya! Cheers! Go team! Whatever team you love, I love too. Okay. Love ya. Okay, break a leg. Voilà, c'est la star transgenre Dylan Mulvaney. Voilà la réaction, on regarde. Réaction à ça.
Grandpa's feeling a little frisky today. Let me say something to all you and be as clear and concise as possible. Fuck Bud Light and fuck Anheuser-Busch. Have a terrific day. Voilà, le musicien Chris Rock. Et le résultat de tout ça, on regarde, toujours par Budweiser. The greatest legacies are built with grit and resilience, one detail at a time. Limited edition Budweiser Harley-Davidson cans. For those who give everything to their craft. This Bud's for you. Voilà, David Ebasso, il nous reste peu de temps, ce sera le mot de la fin. Est-ce qu'il faut y voir une allégorie justement de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, donc backlash, enfin justement progrès, backlash, et après on se retrouve avec voilà, les valeurs extrêmement patriarcales défendues, là en l'occurrence c'est l'association avec Harley-Davidson. Est-ce qu'il faut y voir un signe complètement. plus général? D'ailleurs, le deuxième clip est tellement caricatural qu'en fait, il devient ridicule. Et ça montre aussi la force de frappe, d'ailleurs notamment aux États-Unis, qui est très intéressante à regarder. Enfin, je parle du point de vue journalistique. Voilà, c'est la force de frappe de ce camp très très conservateur. Et enfin, vous disiez, on ne sait pas qui est le père, etc. L'homme qu'on a vu avant. Enfin, vu la réaction, on s'interroge un peu sur les certitudes qu'il a par rapport à ça. Mais est-ce qu'on va vers ça, globalement, aujourd'hui, justement? Est-ce que ce backlash, il va persister et puis on va se retrouver tous avec des valeurs à la Harley-Davidson? J'espère pas. Des bières et des fusils à pompe? J'espère pas. Le combat universaliste, précisément, il se bat contre ce genre de choses. Enfin, il se bat, c'est à juste titre, quand il y a une lutte, c'est qu'il y a un adversaire. Il n'y a pas d'adversaire. Chacun a droit à l'indifférence. Je pense que c'était l'expression la plus juste de ce débat. Et voilà, l'universalisme, en tout cas, ne tolère pas la deuxième vidéo que vous avez montrée. Et très, très rapidement, pour l'éviter, justement, est-ce que du côté des luttes, même enfin, des minorités ou des femmes, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter qu'on arrive là très, très rapidement? Il faut conclure. Il faut continuer à conscientiser. Et les quotas, c'est peut-être la solution la pire, mais quand on n'en a pas d'autres, ça peut aider, mais ce n'est pas suffisant. Il faut travailler justement à informer, à sensibiliser. Lynn a utilisé le mot de privilège. Le privilège est invisible à celui qui le possède. Je crois que c'est une phrase très éclairante. Et Simone de Beauvoir a dit aussi cette phrase comme quoi, en temps de crise, c'était toujours les droits des femmes ou les droits des minorités qui allaient être attaqués et qu'il fallait être vigilant. Je pense qu'on peut rester optimiste en se disant que tous les progrès qui ont été faits, c'est pas pour rien et qu'il y a quand même un mouvement où on va pas revenir à ça, mais il faut de la vigilance et puis il faut continuer à informer, à sensibiliser et à faire prendre conscience des privilèges. Et un tout petit peu moins, un tout petit peu plus peut-être de pédagogie, un tout petit peu moins d'exclusion, Lynn Berthollet, pour certaines franges. Nous, on sort de 2 formations à la police à Genève. Très, très rapidement. Et les policiers étaient enchantés et ils ont dit il faut que ce cours soit donné dans toute la police, etc. Et c'est une façon de construire une solution ensemble, etc. Maintenant, nous, on n'aura jamais des quotas en notre faveur de personnes trans, mais je pense que malheureusement, la seule initiative, on le voit, enfin, vous le savez... Mais sur les abus, pour éviter de braquer justement je pense que les abus ils viennent de l'ignorance. C'est 57% de Suisses, par exemple, en Suisse, qui sont plutôt indifférents, mais pensent qu'aujourd'hui, il y a un discours trop radical qui s'applique, il y en a marre, très très rapidement. Bon, je pense que si on demande le droit à l'indifférence, et je rejoins l'idée que c'est quand même la vision universelle qui se dégage autour de cette table, il faut plus informer, il faut plus former, donc ça veut dire plus de visibilité. Maintenant, quand on était, si je prends les trans, invisibles pendant 50 ans, tout d'un coup on parle de nous, et puis on a l'impression qu'on parle beaucoup de nous, mais voilà, c'est... Le mariage pour tous, il doit conclure, des droits à personne. C'est ce qu'il faut dire. C'est toujours une avancée de la société, jamais un recul. Sauf qu'il y a des gens qui pensent que cette avancée, elle va se faire à leur détriment, au détriment de leurs privilèges, et puis ça leur fait peur.
Voilà, et donc le point cette semaine, c'est terminé. Mercredi prochain, on va rester un peu sur le même thème, déclinaison sur le même thème, sur la toute-puissance de l'UDC. Tout le monde, ou presque, adore l'UDC, manifestement, si on en croit les sondages. On verra pourquoi, n'est-ce pas Alexandre Chevalier, avec un guest, le président du Parti suisse, Marco Chiesa himself. En attendant, on vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine à toutes et tous.